Bon, on clap, on est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous découvrez le nouveau concept que j'ai décidé de mettre en avant sur YouTube, le grand écart. Une rencontre simple avec des personnes de mon monde professionnel, des gens que j'aime, des gens que j'admire, des gens que j'ai rencontrés et qui m'ont amené à voir les choses différemment. Le but dans ce podcast, il est simple, il va vite. Voir comment on est capable de faire le grand écart au sein d'une entreprise, d'une collectivité, d'une institution ou même en tant qu'entrepreneur. Pour ça, rien de plus simple. On va s'arrêter sur les changements que les gens peuvent faire d'un point de vue humain, organisationnel, en termes de structure, en termes de process et même en termes de mindset. J'espère que vous allez adorer ce concept. Vous allez voir, c'est cash, c'est vrai, c'est naturel. J'espère que vous allez aimer. Si jamais vous n'avez pas le temps de le regarder en vidéo, vous pouvez toujours le retrouver sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Je pense que j'ai tout dit. Laissons place au premier épisode de Grand Écart. Grand Écart, premier épisode. Je pense que je ne pouvais pas mieux trouver en ta personne la cause, la personne authentique qui pourrait me parler de ce grand écart qu'on peut faire. Parce que le podcast a un but simple. Tu me demandes pas de faire un grand écart, hein, rassure. Non, peut-être à la fin, mais on va attendre, on va voir si les gens, s'ils nous demandent, il y a peut-être possibilité à la fin. Explique-moi le concept. Le concept, il est assez simple. Grand écart, c'est d'aller voir des gens, des boîtes, et de voir comment on est capable aujourd'hui de pouvoir encore innover, se transformer, que ça soit auprès de l'humain, auprès des structures, auprès du management, bref, de manière globale dans l'entreprise. D'ailleurs, toi, je sais que tu fais partie d'une boîte que tu as à tes pieds, que tu as sur toi. Tu fais partie de Paris 2024. Oh, tout de suite. Mais complètement. T'es qui, Guillaume? Eh ben, je suis Guillaume Convier, j'ai 44 ans et ça fait plus de 20 ans que maintenant je travaille chez Decathlon. Voilà, donc tu veux peut-être que je te parle un petit peu de ce que je fais à côté? Bah, j'ai envie de savoir un peu de manière globale, dis-moi un peu. Bah écoute, alors moi j'aime le sport, c'est ça que je suis chez Decathlon, je t'avoue. Ça tombe bien parce que mes enfants, j'ai deux petits gars qui adorent le sport aussi, qui baignent dedans. Je pense qu'il y a un petit rapport avec ces deux papas aussi. Et ouais, c'était 21 ans que je suis passionné par le management. Je suis passionné par les hommes en général, l'accompagnement qu'on va avoir dans les entreprises. Et je pense que je suis au bon endroit là, chez Decathlon. L'humain au cœur de tout. Ouais. Ouais, si je suis chez Decathlon 21 ans après, c'est que c'est le truc qui me passionne le plus. Mais alors, là-dessus, moi, il y a tout de suite des questions qui me viennent. Tu sais, aujourd'hui, toutes les boîtes disent que l'humain est important. Toi, tu es chez Decathlon, mais on va pas se mentir. Tu sais, c'est presque le leitmotiv de oui, pour nous, l'humain, là, bon. Toi, tu le vis au quotidien. Moi, je t'ai connu avant. Je sais que c'était quelque chose d'important. Concrètement, ça veut dire quoi, toi, humain? Bah, je trouve que dans le mot entreprise, en fait, il y a le côté faire ensemble, quoi, si tu veux. Donc, l'entreprise a de valeur que par des personnes qui sont dedans. Donc, c'est une aventure sympa, on vit ensemble, avec des objectifs qui peuvent être économiques, humains, environnementaux, sociétaux, etc. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'aventure qu'on va vivre au sein de l'entreprise. Donc, c'est ça que quand je parle d'humain, c'est avant tout de l'aventure humaine, en fait. Toi, tu l'as vécu? C'est parce que tu vois, tu parlais du temps que tu es resté dedans, ça fait un petit moment maintenant. C'est quoi le... Est-ce que c'est véritablement une aventure ou c'est juste ta mission, en fait, de manière globale? Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que c'est ma mission? Alors déjà, j'ai eu plein de missions chez Decathlon. Ah ouais? Ça, c'est le premier truc. J'ai fait des grands écarts d'ailleurs dans mes missions. C'est ça qui est assez dingue. Je pense que tu connais un petit peu mon parcours, mais... Ah, cette femme, je suis bien. Voilà. Mais c'est ça qui, en fait, je pense, me passionne, qui fait que chaque matin, je me lève avec le plaisir d'aller bosser. C'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose de nouveau à chaque fois. Mais j'ai fait 10 ans de retail, 10 ans de magasin, tu vois. J'ai fait tous les métiers en magasin, tous. Tous les rayons, et tous les rayons sport d'ailleurs. T'es passé, mais genre quand tu t'as commencé, c'était quoi ton premier métier chez nous? Ah, j'étais stagiaire et je mettais en rayon des chaussettes. Les chaussettes, ok, très bien. Et après, c'est vraiment plus ça. Je passais mon temps à mettre en chaussettes des rayons. Ouais. En chaussettes des rayons? Oui, aussi. Ouais, j'étais à Decathlon La Part-Dieu et le gros du flux client, c'est entre midi et 2. Et donc, il faut être prêt à midi pour que quand tout le monde arrive, et ils arrivent en masse, les gens, tu vois, et que tout soit prêt. Et moi, j'avais la mission, et c'était pour moi une grande responsabilité déjà à l'époque, c'était de mettre en rayon les chaussettes. Bon, pas que, mais c'est vrai que la nuit, je rêvais de mettre en rayon des chaussettes. Encore une. Et t'es passé, alors, comment ça fait que t'es passé de mettre des chaussettes à... quasiment c'est ça, directeur de la com, il y a encore peu de temps chez Decathlon. Il y a encore 2 jours, ouais. Il y a encore 2 jours. De quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, cette petite responsabilité qu'on m'avait filée à l'époque, pour moi, j'étais tout jeune, et c'était un truc de fou, tu vois. J'avais l'impression déjà qu'on me confiait un rayon à moi.
j'avais la possibilité d'être en face des clients, que je prenais l'autonomie pour pouvoir commander ce qui me semblait bon pour mettre dans le magasin. Et cette responsabilité, ça m'a donné le goût à prendre de nouvelles responsabilités. Et petit à petit, bah voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai après eu la chance d'être responsable de rayon, après d'être responsable d'exploitation d'un magasin, puis directeur d'un magasin, puis directeur d'un deuxième plus gros magasin. Après, j'ai fait un métier, sans doute que j'aurais peut-être pas fait dans d'autres boîtes, c'est le métier de DRH. Ok, d'accord. Pourquoi? Toujours l'humain? Ouais, je pense que c'était le bon endroit pour le faire. C'était le bon endroit pour le faire. Peut-être que le métier n'est pas tout à fait comme on l'entend dans d'autres entreprises. Et en tout cas, ce qui m'a plu dans ce métier de RH chez Decathlon, c'est avant tout l'accompagnement des managers, leur donner le bon geste managérial dans la gestion de parcours, dans le recrutement, dans le dialogue social, bien entendu, dans la formation. Voilà, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, en fait, j'avais fait pendant 10 ans un parcours de management, de manager. Et à l'issue de ça, je trouvais ça assez logique de pouvoir à mon tour transmettre le geste à des plus jeunes que moi. Ouais. Tu vois. Et ça, en fait, il y a toujours un sujet autour de l'accompagnement humain, tu vois. Mais alors attends, encore une fois, DRH, communication, c'est dans ton parcours, encore une fois, on parle de grand écart. Toi, c'est pareil, c'est la même chose. Qu'est-ce que t'as amené là-bas? Et c'est une bonne question que tu me poses parce que tu sais, il y a 2 jours, j'ai dû me présenter. Donc, je reviens sur le métier de RH là. Ouais. Et les gens ils savaient que j'étais directeur communication. Et ils me disent, mais attends, mais c'est quoi le lien? Il n'y a que chez Decathlon que tu vois ce genre de choses. Et en fait, c'est assez intéressant parce que si tu regardes bien, la communication et les RH, c'est jamais très très loin. Je prends juste un exemple très concret, la communication interne. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu t'adresses aux collaborateurs, on est d'accord. Mais l'idée, c'est de leur donner une perspective à la fois sur les stratégies et la manière dont ils vont les vivre. Tout ça. C'est pas le temps de donner la théorie, c'est plutôt de leur donner aussi le goût à l'envie de pratiquer, de s'engager dans leur quotidien, de comprendre pourquoi ils font les choses, tout simplement. Le métier de RH, peu de choses près, c'est pas loin. Ah, t'es vraiment dans l'empowerment des gens et la motivation à avancer dans ce qu'il faut. Exactement, ouais. Puis ça tombe bien parce que on a la chance d'être dans le sport. Ouais. Il y a quand même un trait commun dans le recrutement des personnes qu'on a chez nous. Alors, je dirais pas que c'est des passionnés de sport au point d'être des grands athlètes. C'est pas ça le sujet. Le truc, c'est d'avoir des gens qui sont tout simplement qui ont le goût, les valeurs du sport, des valeurs communes, et ça nous donne un trait commun qui est sympa et qui relate aussi de l'engagement. Tu vois, quand tu es dans un sport, tu fais pas les choses à moitié. T'es d'accord? Donc, toi, tu fais du sport en plus. Oui, ok, d'accord. Mon coach dirait que ouais, on peut pas. Tu peux pas faire les choses à moitié. Ou alors, t'es sur le banc, quoi. Ouais. Tu coupes les oranges. C'est que tu restes là. Ou sinon, t'as ton coach qui est derrière qui te dit, t'es pas. Non. Bah ouais, quand tu fais de la séance de sport, t'y vas. C'est un peu la même chose chez Decathlon. En fait, c'est cet esprit un peu d'engagement naturel, de bien faire les choses, parce qu'en plus, on a derrière cet objectif qui est de dire comment on met plus de sport dans le quotidien des Français. Et ça, c'est cool. C'est un peu une mission, un truc qui te dit, c'est des grands mots. Non, mais je pense qu'on est vraiment habité par ça, tu vois. C'est un truc. Mais là-dessus, moi, je voudrais sur ton idée de management. Aujourd'hui, tu sais, je pense que tu l'as vécu, que ce soit par DRH ou même en com, puisque tu me dis que les deux sont proches. Manager aujourd'hui, pour toi, ça veut dire quoi? C'est quoi le grand écart du management aujourd'hui? Le grand écart du management, c'est que déjà, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont apeurés à l'idée d'avoir du management. Ça, c'est un truc, tu vois, on a la chance d'avoir des jeunes générations qui arrivent, et j'en ai quand même beaucoup qui me disent, non, mais moi, je prendrai jamais ta place. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, tu dis, mais attends, mais comment tu comprends le métier, etc. Non, mais tu gères en fait que les problèmes des gens, t'es là pour faire l'assistante sociale. Non, pas que, j'espère bien, parce que autrement, ça ferait longtemps que je prendrais plus de plaisir à faire ce job. Donc là, je pense que le management, justement, au sens noble du terme, c'est d'accompagner, de faire grandir des équipes, à la fois l'individu, mais aussi à faire en sorte qu'il y ait la mayonnaise qui prenne d'un point de vue collectif pour un projet commun. Donc ça, c'est chouette. Mais ça, là-dessus, toi, tu le vois, en fait, on sent quand on parle que genre, t'es vraiment motivé. C'est dans les mots, c'est beau, mais au quotidien, c'est pas si facile que ça de faire prendre la mayonnaise. Tu vois, des fois, elle peut tourner quand même. Bien sûr. Oui, il y a des fois, c'est difficile. Clairement, il y a des contextes dans lesquels tu arrives qui sont pas simples. Et là où j'ai dû galérer plus que d'autres. Je prends un exemple très concret. J'ai eu ma deuxième direction de magasin, c'était pas simple. C'est pas simple parce que moi, j'étais encore jeune à l'époque, j'avais que à peine 30 ans et j'avais une équipe de 75 personnes. Une équipe de 75 personnes avec des gens qui sont là pour parfois depuis plus de 30 ans dans l'entreprise, qui ont des attentes fortes vis-à-vis d'un manager. Qui vient imaginer, il voit un petit jeune comme moi arriver à peine 30 ans et il se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous apporter lui? Encore un, quoi. Encore un. C'est sûr qu'il faut avoir un peu la foi en soi. Par contre, tu te dis, si je viens dans l'idée
d'essayer d'améliorer le quotidien individuel de chacun, de continuer à faire progresser les gens, qui s'accomplissent, qui disent j'ai passé une journée sympa, où je me suis senti utile, à la fois pour moi, j'ai eu l'impression de progresser, de me développer. Et en plus, derrière, j'ai des résultats. Ouais. Ça peut être des résultats économiques, mais ça peut être aussi de la satisfaction pour les clients. Des trucs tout simples, tu vois, tu trouves les bons indicateurs qui vont. Encore une fois, la mayonnaise, tu la apprends avec les bons ingrédients, tu vois. Et c'est ça qui est chouette dans le management, c'est qu'en fonction des personnes que tu as en face, tu auras des problématiques diverses et variées. À chaque fois, il faudra trouver la recette qui va bien et faire en sorte que ça prenne. Et donc, ça veut dire, quand tu me dis ça, je reprends ta métaphore parce qu'il y a une recette, mais est-ce que ça veut dire que c'est une recette commune ou est-ce que c'est une recette presque personnalisée? Tu vois, parce que là, quand tu me dis ça, ça veut dire presque tu vas changer à chaque fois ta recette ou qu'il y a un ingrédient qui va changer à l'intérieur? Je pense qu'il y a des grands basiques à... Tu vois, je te donne un exemple, tu fais de la mayonnaise, tu sais que tu as X ingrédients qui sont ceux-là. Donc, à peu de choses près, tu dois prendre ces ingrédients-là. Par contre, la quantité de chacun des ingrédients, elle est différente. Si on continue sur cette métaphore. Et je trouve qu'elle est complètement... elle se vérifie bien dans le management au quotidien. C'est-à-dire que par la diversité des gens que tu vas avoir, par la saveur que tu veux donner au projet collectif, tu vas mettre l'accent sur tel ou tel truc. Donc, tu vas mettre un peu plus d'ingrédients parfois, un peu moins d'autres, etc. Et faire en sorte qu'il y ait quand même quelque chose qui se crée, qui marche. C'est cool, parfois, il y a des trucs qui se mettent, c'est la fois bon, tu sais, est-ce que t'es bon je m'y attendais pas, celui-ci. Ouais. Donc, tu dis, si ça monte, c'est peut-être que j'ai mis assez de cet ingrédient-là, tu vois. Et ça, c'est assez rigolo. Mais il y a une forme d'accomplissement de soi aussi quand t'es manager, quand tu vois que dans le regard des gens qu'ils ont compris un truc avant tout pour eux. Ouais. Ça, c'est quand même le truc sympa. Donc là, tu veux dire, la recette, elle est en train de bien fonctionner avec cette personne-là. Et ce qui est encore plus sympa, c'est quand cette personne-là et d'autres personnes cumulées, ils arrivent à comprendre qu'ils sont capables de boxer ensemble. Et finalement, quand ils sont plusieurs, ça marche bien. Ok. Là-dessus, je t'embête un peu, mais j'ai envie de savoir, c'est quoi tes ingrédients à toi, la recette magique de Guillaume? Ou du moins, ces ingrédients que tu as tout le temps et qui pour toi font la différence. Après, je pense que c'est propre à chaque manager. Donc moi, je sais que ce qui me caractérise, on dit souvent de moi, mais je commence à avoir des retours aussi assez réguliers sur ce que j'aspire de premier abord. Plutôt ma bonhomie, tu vois. Je suis un mec, c'est cool, Access, le mec plutôt sympa, toujours à bonne humeur égale, je pense que c'est important. Ça, c'est un vrai sujet, le manager. Il doit quand même éviter les sauts d'humeur. Il n'y a rien de plus insupportable qu'un manager qui un coup va bien, un coup va pas bien. Salut. Oui. Ouais, non, ça va pas. Oui, ça va. Oui, voilà. Exact. Non, mais t'as raison. Parce qu'en fait, tu te retrouves dans un cas qui est opposé, c'est bien au manager d'être au service de ses équipes et non l'inverse. Quand tu te retrouves à avoir des équipes qui doivent s'adapter sans cesse à leur manager en fonction de ses états d'humeur, c'est là où il y a un truc qui ne marche pas. Donc, déjà, ne serait-ce que d'être constant dans ton humeur, d'être toujours plutôt positif en plus, parce que si c'est constant pour être négatif, c'est pas cool non plus, mais constant, positif, ça va être quand même grandement... Il y a une dimension de confiance tout de suite qui s'instaure. Donc ça, c'est le premier truc. Je pense que ça me caractérise. Et après, deuxième chose, c'est une forme d'écoute, mais plus que de l'écoute active, c'est le truc où, disons, le mec s'intéresse vraiment à ce que je dis, quitte à reformuler, quitte à, et prendre en conscience des enjeux individuels. Voilà. Tu vas plus loin que juste entendre véritablement ce qu'elle va dire, mais tu l'écoutes profondément, en fait, pour qu'elle soit touchée par ce que tu dis et qu'elle ait l'impression d'exister et que tu la considères. Ouais, complètement, exactement. Et après, aussi dans le suivi, parce que tu peux le dire, tiens, je viens de passer une journée avec toi, je viens de t'écouter, puis après, basta, quoi, j'ai fait mon job. Non, alors c'est sûr que tu charges un peu le sac à dos, parce que parfois les gens se livrent assez facilement et disent, voilà les problématiques professionnelles, parfois même, ça peut dévier sur du perso. L'objectif en tant que manager, c'est quand même, ça reste dans une sphère très pro. Et pour autant, comment ce sac à dos que tu remplis avec toutes ces expériences passées, etc., tu es en capacité de pouvoir les ressortir au bon moment pour donner le meilleur de pour faire en sorte que chacun donne le meilleur de soi-même. Ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que il y a des techniques pour ça, managériales. Il y a aussi, je pense, un peu d'inné aussi dans chacun, de cette capacité à avoir cette profonde considération pour les gens que tu as en face de toi. De se dire qu'en fait, je vais te donner juste un exemple. Là, j'arrive sur un nouveau domaine, je sais ce que je vais entendre. On va me dire, mais de toute façon, lui, tu pourras pas bosser avec lui. Ou, elle est plutôt sur la sortie, il va falloir que... Voilà. Ou inversement, ce mec-là, tu vois, c'est le top du top. J'aime bien aussi me faire mon propre avis et me dire que chacun a potentiellement à apporter. S'il est là, c'est
Il y a normalement pas trop de hasard. Maintenant, c'est comment on exploite dans le bon sens du terme, le sens noble du terme, le plein potentiel de chacun. Faire en sorte que et on vienne aller chercher le talent qui va bien pour faire en sorte qu'il soit utile au projet collectif. Et ça, je pense que par l'écoutatif, par la considération, par la compréhension aussi entre ce que la personne te dit et ce que la personne fait, qu'est-ce qui peut réellement rester et qui va nourrir cette ambition collective. Tu sais que j'ai encore plein de questions à te poser. Je peux. Je suis là pour ça, a priori. Pour ça, j'ai besoin de quelque chose. Si je mets cette petite musique, est-ce que ça te pense à quelque chose? Oh, il te pique. Vous l'avez fait avec Decathlon? Ouais. Partenaire. J'ai envie de dire partenaire qu'on a vu beaucoup de par la tenue des volontaires. D'ailleurs, je tiens à dire que si jamais on ne sait jamais un Bob qui resterait quelque part, je suis plutôt ouvert, d'accord? Je suis plutôt ouvert. Je ne sais pas mon ça. Je veux que tu le portes. Tu veux que je prenne? Oui, d'accord. Alors je précise que je vais prendre la bonne oreille. Parce que ça, tu sais que je l'ai vu sur Vinted, genre 300, 400 €, mais c'est une folie. Je le garde pendant ma question, d'accord? Ça te dérange pas? Parce que j'en ai envie quand même. C'est plus ou moins la petite sac. Ouais, on a vu que vous avez eu la tenue des volontaires. On vous a vu dans différents spots. Donc, il y a eu des parcs même avant qui avaient été faits où on pouvait pratiquer le sport. Ça paraissait presque logique que Decathlon soit partenaire des JO. Comment on fait le grand écart quand on s'appelle Decathlon et qu'on est partenaire des JO 2024? Ouais, je sais, avec le Bob, quand je te pose la question, c'est... Il y a un peu moins crédit, mais bon, ça passe. Adaptation, tu vois. Ouais. Tu Nous aussi, on s'est adapté pendant les JO. C'était une vraie première. Hein. C'était une grande première. On s'est jeté dans le grand bain des partenariats comme ça, inédits. J'ai envie de dire, tu le vis une fois dans ta vie. Alors, qui plus est, dans le pays d'origine de Decathlon, à Paris, c'était un truc de fou. Et hommage à Philippe Sey, qui a été à l'initiative du projet chez nous. Le projet, il est né sur l'idée de faire travailler le tissu local, les industries locales, en partenariat avec Decathlon, justement pour avoir des tenues vestimentaires qui pourraient accompagner les athlètes, les volontaires, etc. Donc c'est comme ça que tu te retrouves avec ça. Et au-delà de ça, je trouve que tu l'as bien dit, c'est ultra légitime finalement de voir Decathlon, ça paraît une évidence. Et pour autant, il n'y a pas tant de partenaires sportifs que ça autour des JO. Hein. Ouais, et là, oui, c'est ça. Ouais, de l'assurance. J'ai vu, il y avait de la banque, il y avait Carrefour, je pense, qui était dessus. Mais en gros, moi, c'est toujours pareil, c'est que je trouvais ça bien, mais c'était pas en lien. Tandis que vous, ça paraissait presque une évidence sur la manière de faire. Là, vous étiez là sur des volontaires, ça c'est bien, vous avez un beaucoup de pubs, les tenues encore aujourd'hui, en fait on les voit, les gens, on sent presque fiers, il y a eu un sentiment de fierté qui a été derrière ça. Les gens étaient hypés plus parfois par vos produits que par la compétition et tout, donc c'était assez drôle. Maintenant, moi je suis désolé, mais je suis obligé de venir te titiller un petit peu. Ok, vous avez fait ça, ok, vous êtes partenaire, mais en quoi, véritablement, vous avez fait un grand écart? Ah, c'est un grand écart parce qu'on n'est pas habitué dans le process à faire ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a été obligé de constituer, par exemple, une équipe sur mesure depuis 3 ans pour pouvoir accompagner ce partenariat. On n'avait rien du tout. On n'a jamais fait ça, Manu. Si tu regardes bien, on a eu des partenariats du type avec la NBA, avec la Ligue 1, les ballons, etc. Mais finalement, on fournissait un ballon. La NBA, on fournit des produits. Donc ça, on sait faire. Tu sais qu'on a 2 boîtes. On a la conception et la distribution. Donc ça, c'est OK. Maintenant, un partenariat d'envergure comme ça, forcément, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de différent? Il faut quand même mettre un peu quelques matières grises autour de la table et des gens pour pouvoir concevoir un partenariat de A à Z qui accompagne pas que sur le moment derrière des JO, mais avant les JO et potentiellement après. Donc, il y a eu différentes activations. Il y a aussi le Team Athlète. Ouais. On a eu une trentaine d'athlètes qui ont été accompagnés par Decathlon, à la fois pour co-concevoir les produits qu'ils mettraient en préparation des JO, mais aussi pour créer un sentiment de famille en préparation, parce que tous n'étaient pas fait, c'était pas gagné pour tous d'arriver aux JO. Hein. Donc c'est 30 athlètes paralympiques et athlètes sur la séquence de fin juillet. On les a accompagnés depuis 3 ans.
bah, ça s'accompagne, mais avec comment, tu vois, quelles compétences on a autour de nous. Donc, il a fallu créer nous-mêmes une team dédiée pendant les JO pour concevoir les produits, accompagner ces athlètes. Donc, vous avez une team JO, en fait. Ah oui, il y a plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été dédiées depuis 2 ans, entièrement aux JO à 100%. Ouais. Ça a dû être... Mais comme dans toute grosse entreprise qui se lance dans ce type de partenariat, c'est évident. Hein. Il y a ce que tu mets pour le partenariat lui-même, pour l'image, mais après, la manière dont tu vas le faire vivre, bah, tout reste à faire. Et là, il faut avoir des gens pour le faire. Mais c'est quoi ta plus grande fierté? Parce que j'imagine, au-delà d'être au JO, parce que tu vas le garder toute ta vie. Désolé, je leur mets pour la question. Tu vas le garder toute ta vie en mémoire. J'imagine que Decathlon en est fier. Vous avez eu la capitale sympathie énorme de la part des Français. Mais toi, le directeur de communication, concrètement, c'est quoi ton souvenir fort ou la fierté que tu as pendant ces JO? Et encore une fois, j'enlève le chapeau pour que tu puisses me regarder sans problème. T'emmerdes qui te mène. Ma question, ça se rend d'autant plus crédible. Il y a un sentiment de fierté globale, en fait, je sais même pas te l'exprimer. En fait, je pense que c'est l'ensemble du dispositif. Moi, je tiens à saluer l'ensemble de l'équipe qui a géré ça, parce que finalement, nous, l'équipe com, on a été en soutien de cette équipe qui a été dédiée au JO. Donc, on était là pour leur faciliter le quotidien et intégrer finalement tout le plan du partenariat dans notre plan de communication générale, tu vois, parce qu'il y a une vie aussi à côté, il faut continuer de tourner. Et ce qui a été sans doute ma plus grande fierté, c'est d'arriver avec une équipe comme ça qui était montée sur pied, d'arriver à créer des synergies ensemble et faire en sorte d'aboutir avec ce que tu as dans les mains, mais aussi avec toutes les autres activations qu'on a pu mettre en place. Le Playground à Paris, tu en parlais, où on a permis à plus de 200 000 personnes de venir tester gratuitement. Il y a beaucoup de en nous, c'était gratuit. C'est quand même chouette, tu vois, et de se dire, bah voilà, t'as fait quelque chose quand tu vois des gamins qui s'amusent à faire du sport avec des étincelles dans les yeux, regarder sur un écran géant les exploits de nos sportifs français et pas que. Là, tu dis, ouais, je pense que, voilà, là, je me sens utile. Là, je me sens utile, et le grand écart, il valait vraiment le coup de le faire. Et je sais aussi que, désolé, hein, je me suis renseigné un petit peu, tu te doutes pour cette interview, je sais aussi que vous êtes allé là où vous ne vous attendez pas pendant ces JO, notamment Decathlon, sport, bah, vous mettez en avant, vous faites des playgrounds, mais vous n'avez pas fait que ça. Et il y a une action qui a titillé, j'ai envie d'en savoir plus, en fait, ça a titillé ma curiosité. On m'a dit que vous avez fait quelque chose en lien avec l'emploi pendant les JO. Ce qui s'est passé pendant les JO, c'est qu'on a mis en place un salon de recrutement. On peut même appeler ça un speed dating, si tu veux, des athlètes de haut niveau, des sportifs de haut niveau en France. Voilà, on a profité finalement de la séquence qu'on avait à Paris où tous les athlètes étaient réunis sur place pour organiser une journée pour eux, pour leur permettre de faire eux aussi peut-être ce grand écart qu'ils ont peur de faire, de se dire qu'est-ce qui va se passer après ma vie de sportif, et comment je me prépare à l'après, dès à présent. Et donc, Decathlon, on s'est mis à disposition pour eux, en tant que professionnels, si tu veux, du monde privé, pour leur donner des perspectives sur l'emploi, pour leur proposer concrètement des offres d'emploi sur le territoire national, mais ne serait-ce que de les renseigner, de les informer, de les coacher un petit peu, si tu veux, en mode, bien entendu, court, mais leur donner quelques clés d'entrée pour le monde professionnel et l'après. Mais attends, désolé, hein, je te pose la question, c'est pas votre mission première. Pourquoi vous êtes allé là-dessus? Si tu veux, je rembobine un peu le fil, je pense. Dans mes responsabilités, j'ai notamment le sujet de la marque employeur, de la communication de la marque employeur. C'est toujours un truc qui me trotte dans l'esprit, c'est comment on arrive à attirer de nouveaux talents, de manière un peu originale, un peu décalée. Et forcément, traitant en parallèle le sujet des JO, qui était le cœur pendant tout cet été, je me suis dit, mais attends 2 secondes, là, il y a marque employeur, il y a des sportifs de haut niveau en face de nous, mais en fait, c'est bête, pourquoi on profite pas de cette fenêtre de tir? Et j'étais à table un jour comme ça, avec 2 collègues, sur le coin d'une table, en rigolant, je leur dis, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait monter un salon de speed dating pour les sportifs de haut niveau. Et genre, l'idée du moment à table, je te dis, mais voilà, comme ça, tu vois, je sais pas, mais j'étais comme ça, et on était fin juillet, c'était juste avant le début des JO, je suis, on va monter ça, quoi. Mais je pensais je pensais entre nous déconner, un peu en disant ça, et très sérieusement, mes 2 collègues me disent en disant, putain, ça c'est une bonne idée, ça.
Non, mais je rigolais. Non, non, mais nous, on rigole pas. C'est une excellente idée. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Et donc, tu vois, ça, c'est du grand écart aussi, hein. Mais c'est fou, hein, parce que tout à l'heure, tu nous parlais en fait de l'humain et de la manière dans la dynamique que tu avais. Encore une fois, là, on le voit par rapport à cette idée-là, où en gros, tu dis, OK, on y va, et tu as une dynamique qui se met en route sur la manière de faire. Mais c'est ça que je souhaite à n'importe quelle boîte, c'est d'avoir un espace de liberté pour pouvoir prendre l'initiative de ce type de choses. Alors, je te dirais, je le fais, c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, j'ai une position de pouvoir le faire sur une entreprise, mais c'est pas vrai. Je le faisais déjà par le passé, à un niveau qui était différent, mais j'avais cette liberté d'expression et de responsabilité à dire, je prends l'initiative de. Je pense que c'est ça qui est chouette. C'est quand cette dimension entrepreneuriale, elle est quand même hyper intéressante. Et là, pour le coup, c'est parti d'une idée que je voyais comme un peu farfelue et qui s'est concrétisée un mois seulement après, où on s'est retrouvé à envoyer un mail à tous les athlètes, tous les sportifs de haut niveau qui existent, qui sont référencés en France, en disant, venez, telle date, on se retrouve, on a un salon de speed dating au sein du Club France et vous allez rencontrer des professionnels de Décathlon et ils vont vous proposer des emplois. Ils vont proposer du coaching, ils vont proposer tout simplement de vous accompagner dans votre GH. Mais là-dessus, alors, tu sais, moi, l'action est belle, mais tu sais que après, t'es de la com. Je fais de la com. Les gens qui nous regardent connaissent la com. C'est qu'il y a des coups de com et des vraies actions. Vous, concrètement, derrière ça, une fois que tu as fait ça, ça donne quoi? Il y a eu des résultats, c'est passé. T'as raison, parce que moi, j'aurais pu le prendre avec le prisme de la communication, mais comme j'avais déjà eu la chance d'être RH par le passé, je vois quelles sont les vertus d'avoir de la diversité. Et la diversité, l'inclusion, on voit tout de suite les trucs impossibles. Tu sais, on pense tout de suite au handicap, on pense tout de suite aux seniors, etc. Mais en fait, tu sais, c'était des choses simples parfois, la diversité. C'est commencer à trouver comment intégrer des personnes qui ont les contraintes des sportifs de haut niveau, que tu dois certainement connaître. Il y a des gens qui ont des emplois du temps complexes. Il y a les entraînements tous les jours. Il doit aller à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Il y a les matchs, etc. En plus, et s'adapter au milieu du retail. Avec les contraintes, à bosser le samedi, etc. Moi, je trouve ça c'est génial. Ça veut dire que là, tu essaies de résoudre une équation à plusieurs inconnus. C'est, en fait, il y a plein de contraintes, mais on va essayer de tous les lever parce que, en vrai, ce qui compte, c'est les valeurs du mec qui sont en face. C'est, en fait, de faire une rencontre de sportif à sportif. Voilà, et faire en sorte d'être dans la même boîte potentiellement demain. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est le truc qui me passionne avant tout, avant les effets de com. Mais sur ça, quand tu me notes ça, là, quand tu disais, vous avez touché aussi bien, tu me parlais d'inclusion, donc ça veut dire que c'était olympique et paralympique. Les deux. Les deux. Ah oui, d'ailleurs, ça s'est passé pendant les paras. D'accord. Ça s'est passé pendant les Paralympiques au Club France, en soutien avec l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui nous a hébergés gracieusement pendant cette journée. On a fait ça en main dans la main parce que eux, bien entendu, c'est le premier lien avec les sportifs de haut niveau. Et c'est eux aussi qui savent exactement quelles sont les contraintes des athlètes. Donc, ils nous ont permis aussi d'avoir cette espèce de caution pour engager le discours, le dialogue. Et puis derrière, leur dire, écoutez, nous, on a plus de 1000 offres d'emploi à date sur le territoire national. Ça tombe bien, tous les athlètes qui sont là, ils sont pas tous de Paris. On va peut-être trouver un match, que ce soit dans la distribution, mais peut-être aussi dans nos marques, etc. Mais moi, voilà, encore une fois, et d'ailleurs, tu n'iras pas tant de pub que ça sur ce qui a été fait, pour la simple et bonne raison que nous, ce qui comptait, déjà, c'était une qu'on faisait. Peut-être la dernière, je ne sais pas. Mais c'est ce qui comptait pour nous, c'était déjà de comprendre s'il y a une vraie appétence des sportifs de niveau à s'intéresser à Décathlon. Donc, je vais répondre du tout à ta question d'abord. Vas-y. 5000 mails envoyés. On a eu 75 athlètes qui ont répondu je viens. On en a eu, et c'est déjà très bien. Moi, je pense, si on en avait déjà 2, c'était cool, tu vois. On en a eu 35 qui sont venus réellement sur site. 35 avec qui on a passé des entretiens. Ok. Et ce qui est génial avec 35, tu pourrais te dire, ouais, mais il n'y aura peut-être pas un match. Il y a peut-être que 2 ou 3 profils qui ne correspondaient pas. Tout le reste, ça passait. Les plus de 30. Mais il y a eu un vrai coup de cœur professionnel, tu vois. Ok. Donc, l'étape d'après, maintenant, parce que ça a eu donc début septembre, nous, on a aussi fait le lien. Maintenant, la responsabilité du manager en local, que ce soit Toulouse, etc., peu importe, c'est de reprendre le sujet. C'est en cours. Là, je sais qu'on a des entretiens qui sont en train de passer et que derrière, ça transforme. Donc, ma plus grande fierté, elle sera de revenir vers toi et de te dire, écoute, on a eu peut-être 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont intégré Décathlon. Alors, tu sais, dans tout ce que tu me dis dans les JO, je sens ta fierté et je vois ce petit
pas de côté ou ce grand écart que je pourrais le prendre. Et est-ce qu'au quotidien, chez Decathlon, tu as des grands écarts comme ça que vous avez pu faire? Tu as des exemples? Tu m'as parlé d'un point de vue humain dans la manière dont tu manageais, mais est-ce que véritablement vous avez réussi à en faire d'autres? Je pense que Decathlon est même né comme ça par cette espèce de petit écart. Tu reprends un peu l'histoire de Michel Leclerc. Son truc, c'était de dire, en fait, il n'y avait pas de grande distribution comme ça spécialisée dans le sport. Et il voyait tous les généralistes sur le marché. Il s'est dit, en fait, on va faire ça sur le sport. Et en fait, c'est un pas de côté qu'il a fait dès le départ. Et au-delà de ça, c'est des valeurs qu'il a inculquées au début des 4-5 personnes qui étaient autour de lui. Mais plus largement, en fait, c'était une espèce d'ADN de la boîte. Et c'est vraiment ce que je vérifie depuis le début, que ce soit les plus anciens. Aujourd'hui, alors, je le souhaite, qu'on garde cette liberté de faire ce pas de côté. Ça veut dire qu'il faut se créer les moyens de faire le pas de côté. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on laisse une bulle. Ça veut dire qu'on a la capacité de se dire, par exemple, financièrement, on va être très concret. Financièrement, une entreprise, elle doit se laisser une poche pour pouvoir explorer des choses. C'est essentiel. Laisser sous cloche des personnes tranquilles pour qu'ils explorent des choses. On ne soit pas sans arrêt en train de leur dire, oui, mais alors, quelle est la rentabilité de ce truc-là, etc. Je te prends un exemple très concret. Il y a 6 ans, j'ai eu la chance, je m'occupais des nouveaux formats de vente en type exploratoire. Peut-être que tu connais Decathlon Essentiel, Decathlon petits, des formats, les autres formats à l'époque. Et mon patron à l'époque m'a dit, écoute, moi je te donne la responsabilité d'explorer le sujet des magasins éphémères, les fameux pop-up stores. Voilà. Et j'ai pris la responsabilité de ce truc-là. Mais je te jure, mais attends, mais les gars, ils me confient ce truc-là, c'est un truc de fou quand même. Donc, qu'est-ce que je fais? Et donc, on a ouvert des magasins éphémères, essentiellement sur la côte, etc. Et à un moment donné, il y a 2-3 trucs qui marchaient pas complètement. C'est-à-dire que les gens sont un peu frustrés d'avoir l'impression qu'ils vont rentrer dans un vrai Decathlon, mais comme c'est toi, c'est pas, ils sortent de là, ils sont un peu, tu vois, ils disent oui, mais il n'y a pas la même offre. Et partant de cette problématique-là, je me suis dit, en fait, on va changer le truc. On va faire pivoter, on va éviter que les gens viennent à nous, et nous, on va aller vers eux directement sur la pratique sportive. Et on va s'affranchir de toutes les contraintes qu'on a, notamment spatiales, pour éviter une éventuelle comparaison. Et c'est comme ça que j'ai lancé un container qui s'appelle Mon Petit Decat. Et donc là, est-ce que tu as pris l'initiative? Tu t'es dit, ouais, je change les codes, je casse les codes, je tente quelque chose, pas de risque, pas de peur, pas de crainte. Ouais. Tu t'es senti accompagné. Enfin, tu vois, tout ce que tu me dis, c'est super, mais entrepreneur, oui, je le comprends. T'es dans une boîte. Ouais. En quoi tu peux... À quel moment tu peux te permettre de te dire, je vais oser ça? Mais c'est la magie de la confiance. C'est la magie de la confiance qu'à un moment donné, on te confie ce type de responsabilité en te disant, écoute, tu as une équipe sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer, des expertises différentes, parce que ça nécessite de faire appel à différentes expertises, d'avoir un petit budget pour le faire, bien entendu, mais d'avoir aussi la responsabilité de rendre des comptes derrière. C'est pas juste pour le fun, c'est derrière, il faut te dire, écoutez, nous on a testé ça, voilà quels sont les apprentissages. Voilà. Et ça aide, et ça fait avancer l'entreprise. Ça, c'est la responsabilité qu'on a. Ça part à l'origine d'une confiance qu'on te fait a priori, donc la confiance a priori, de te confier ce type de projet, de dire, ok, tu veux le faire, tu vas le faire. Bien, tu peux y aller. Tu peux y aller, go. Ouais, et je l'ai vraiment vécu comme ça. J'ai même pas eu, je pense, à un style, on se serre la main, vas-y, tu peux y aller. En fait, c'est dans le mode de fonctionnement. J'ai dit, écoutez, voilà, je vais monter ça, voilà comme je vois le truc. Ok, très bien, qui y va? Ouais, moi je vais y aller. Puis tu vois bien, les gens ils te disent, ça c'est intéressant. Ouais, tu le vois, tu là, tu m'as souri. J'aime bien. C'est pas la FPI, c'est la bonne idée, tu sais. Là, il y a peut-être un truc, on va t'accompagner. Et puis, t'as la chance de pas le faire seul, c'est qu'il y a des gens derrière toi qui disent, moi, j'y crois dans ton truc, on y va. Un peu comme cet été avec le salon en me disant, j'étais même le premier à me mettre en frein en me disant, non, il faut pas te mettre de frein, il faut qu'on y aille. Guillaume, cette idée, il faut la faire. Il faut la mettre en œuvre. Tu sais, quand on voit ça, on se dit, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire, c'est bon, tout marche tout le temps bien. Il y a des moments où toi, dans tous tes ingrédients, la mayonnaise, elle n'a pas pris, t'as tenté, tu t'es planté. Tu sais, parce qu'on sait que c'est pas que des réussites. Sinon, ça s'appellerait Walt Disney, mais c'est pas le cas. Donc, concrètement, c'était déjà arrivé ou pas? Ça m'est arrivé, ça m'arrive toujours, et j'espère que ça m'arrivera demain. Parce que je pense que les échecs nous nourrissent vraiment bien plus encore que les victoires. Et c'est tout ce que je te relate, un peu comme les initiatives que j'ai pu prendre, c'est aussi parce que derrière, il y a une conscience de l'échec qui a été vécu sur des projets qu'on a pu mener, sur lesquels on a fait des fameux post-mortem, tu sais, où tu apprends
finalement de ces échecs, tu capitalises dessus pour dire bah, je repartirai plus fort, différemment, et là peut-être que ça va marcher un jour ou l'autre. Mais j'imagine comme dans tout entrepreneur ou entrepreneur, il y a peut-être 9 échecs pour une réussite, et c'est hyper ok. Tiens, je vais t'en donner une. Ma première direction de magasin. J'avais une équipe très jeune. J'étais moi-même très jeune, j'avais 28 ou 29 ans à l'époque. On ne dira pas son âge. Je sais que je suis pas encore jeune. Et donc alors, ouais, Et donc, première direction de magasin, et je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, et en plus, mon RH, mon responsable des ressources humaines, j'étais pas encore RH à l'époque, t'as compris, il m'a dit, ouais, vas-y, fais-le, tu vas y aller, fais-le, et tu peux le faire vite, c'est bien. J'avais souhaité mettre en place ce qu'on appelait le métier unique en magasin. Je sais pas si ça te parle, le métier unique. Non, dis-moi un peu. Bah, l'idée, c'est que, grosso modo, tu as fait tout, 3 métiers phares en magasin, métier de vendeur, conseiller de vente, le métier plutôt sur le service client et la ligne de caisse, et puis après, des métiers en structure, c'est-à-dire responsable d'exploitation, directeur de magasin. Sur ce métier en fait, l'idée, c'est de faire un seul métier. Un seul métier, donc les gens sont capables de tout faire. Ça s'appelle de la polyvalence poussée à l'extrême. Ouais, là, t'es vraiment à fond, là. Oui, ouais. bien sûr. De la vente à la... Oui, parce que quand tu vis des contraintes, tu essaies de trouver des solutions quand tu as des contraintes. Le coup, c'était un petit magasin, on n'avait pas beaucoup de monde. Et par moment, bah, si je prévoyais dans mon agenda, dans le planning de mettre X personnes en caisse et que finalement, il n'y avait pas de clients en caisse, bah, se tournaient les pouces, ces personnes-là. Alors qu'elles se disaient, mais moi, je peux aller donner un coup de main à rien. Je peux aider. Et inversement, quand il y avait ce qu'on appelle le coup de bourre en caisse, bah, les vendeurs, parfois, se sentaient impuissants en disant, bah oui, mais je peux pas aider mes collègues, je suis pas formé pour aller à la caisse. Et alors, ça a marché? Donc, on a mis ça en place, mais on y allait trop vite. Ça a créé des tensions pas possibles parce que bah, tout le monde, certains se retrouvaient toujours au même endroit. Tu vois le truc? Et là, c'est de l'apprentissage. Et là, tu te dis, on a temporisé, on est revenu un peu en arrière, on n'a pas fait tout d'un seul coup, on a fait seulement sur la base du volontariat, etc. Mais au début, comme j'avais une équipe jeune, ils étaient tous enthousiastes à l'idée de le faire. Et en fait, c'est à toi-même parfois de savoir réguler. Et tu reviens au rôle du manager et de savoir trancher, renoncer et prioriser. Ça, c'est chouette aussi. Donc, l'apprentissage, j'ai été très fort. Ben, tu m'amènes vers ma prochaine question. Tu disais tout à l'heure que tu étais jeune. D'accord? Mais tu sais qu'il y a des plus jeunes que toi. Aujourd'hui, on voit que dans le management, tu as les ingrédients, mais il y a un ingrédient, ou du moins, il y a quelque chose que tu dois prendre en compte, c'est l'âge. Ouais. Qui fait que normalement, il y a des changements, il y a des choses qui peuvent être différentes, même s'il y a de l'amour, de la passion du sport. Aujourd'hui, toi, c'est quoi ton conseil pour réussir aujourd'hui à bien manager, en fait, les nouvelles générations? Voilà! Question piège. Tu me dis, oui, ça faisait pas partie des trucs, c'est le... Parce que c'est un communicant aime bien les bons briefs. Non, parce que je sais en fait, je le sais déjà, on en a déjà parlé, je sais que tu as quand même une vision là-dessus. Toi, tu as eu ton vision. Ouais, oui, bah en effet, tu connais un peu mes équipes, notamment sur la communication France. On a beaucoup de jeunes, on laisse la place aussi beaucoup à l'alternance. C'est d'une fraîcheur créative déjà qui est fantastique. Et en effet, ce sont des modes managériaux qui sont différents, donc des apprentissages. Ce qui est chouette, alors déjà, juste pour moi, ce que ça m'apporte, c'est que ça m'évite de stagner. Okay. Je ne rentre pas dans un mode où c'est as usual, quoi, tu vois. Il y a cette dimension de se remettre en cause soi-même à chaque fois sur les us et coutumes, les pratiques managériales, le rapport à l'autre, l'accompagnement que nécessite chacun. Ça, c'est le premier truc. Et du coup, ça m'évite aussi de passer de la conviction à la certitude. Ah, explique-moi. Intéressant. J'ai peur, dans quelques métiers que ce soit, ou même dans ma vie professionnelle, ou même dans ma vie personnelle, de passer de la conviction à la certitude. Parce qu'en fait, quand je me dis, si tu tombes dans la certitude, tu deviens un vieux con. C'est-à-dire que tu n'es pas capable de te remettre en cause. La conviction, c'est différent. C'est que tu es capable d'argumenter ce sur quoi tu veux aller, tes positions, savoir sur quoi renoncer, mais avec la souplesse, l'agilité de te dire que peut-être tu te trompes encore. Tu es capable. Le droit à l'erreur. T'intègres encore le droit à l'erreur, tu vois. La certitude, c'est que tu as basculé, tu vois. Et en management, c'est terrible, je pense.
Et donc, quand tu as des convictions managériales, que tu as envie, encore une fois, de faire le meilleur pour chacun, c'est ça ton truc. Le truc du manager, c'est quand même ça, avant tout, c'est de vouloir le meilleur de chacun. Si dans ce mood-là, tu auras de la chance d'essayer de bien faire les choses. Parfois, tu te planteras, tu auras des convictions pour pouvoir le mener, mais en tout cas, tu t'adapteras toujours. Il y a une forme d'adaptation. Donc ça, c'est ce que je souhaite. Et sur ces jeunes générations, en effet, il faut comprendre quels sont un peu les stimuli, là où ils sont attendus. Avoir toujours l'exigence nécessaire parce que, en fait, tu restes sur des primo-accédants au marché du travail. Donc, c'est des gens qui arrivent, qui ne connaissent pas encore l'environnement de travail. C'est à la fois une force parce qu'ils te permettent aussi de sortir un peu des sentiers battus. Et en même temps, tu dois les acculturer aussi à ton entreprise. Donc, ça, c'est deux enjeux-là. C'est un peu le diamant brut que tu essayes de bien brûler comme il faut. Mais il faut qu'il garde ces aspérités-là parce que c'est la force individuelle que tu apportes dans un collectif. Donc voilà, le talent du manager, il est là pour moi, pour les jeunes générations, c'est d'arriver à comprendre quels sont les enjeux, trouver cet équilibre vie pro, vie perso, réellement. C'est important pour eux. Très, très, très important pour eux, mais pas que. D'avoir une réelle utilité le matin en venant bosser, de sentir qu'ils vont être utiles au collectif ou utiles à une mission. Ça, c'est indispensable. Et surtout ne pas stagner, c'est-à-dire ils peuvent vite tomber dans l'emmerdement, dans toujours les mêmes tâches. Donc ça, il faut aussi les nourrir. Je pense, nos jeunes générations, on doit les nourrir, puis je le vois bien, même ne serait-ce qu'avec mes gamins à la maison. Ils ont besoin d'être stimulés par des sujets divers et variés. Guillaume, merci en tout cas pour toutes ces réponses. On arrive tout doucement à la fin du podcast et il y a une question qui va revenir envers tous mes invités autour de la thématique du podcast. Aujourd'hui, selon toi, comment, quand on est un entrepreneur, quand on est un infrapreneur, quand on est une entreprise, on réussit à faire un grand écart? Quelle est ta pratique que tu peux partager qui aujourd'hui est plus que juste une certitude, mais je dirais une conviction que tu penses vraiment importante? Cette culture du grand écart, elle est favorisée par plusieurs points à mon sens. La première, c'est d'avoir conscience du cadre du jeu, à l'instar du sport. Quand tu connais bien les règles du jeu, tu sais jusqu'où tu peux aller et des limites à ne pas dépasser. Et quand tu fais un grand écart, tu as un pied qui est bien ancré, en effet, à l'endroit où tu te trouves. Donc, c'est un peu ta zone de confort et ta zone de créativité qui va te permettre d'aller atteindre un petit peu ces contours que tu as dessinés. Pour ça, il faut qu'il y ait un espace qui te soit laissé pour ça. Donc ça, c'est important que chaque entreprise s'octroie des bulles où tu peux te laisser à une forme de créativité, où tu laisses les personnes qui sont en capacité de se dire, tiens, comment on pourrait réinventer les choses différemment? Comment on peut faire un pas de côté? Ça, c'est le truc essentiel. Donc c'est cette culture quand même de l'innovation au quotidien qui est essentielle et dans nos boîtes, c'est encore plus important. Un deuxième point qui me semble essentiel, c'est le droit à l'échec. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Ah oui, parce que forcément, on se le dit souvent, mais je pense que c'est les gens qui sont dans le système des business angels, par exemple, dans l'innovation, ils savent qu'il y a 9 cas sur 10 où il y a des échecs, il y en a peut-être un qui réussit, c'est déjà génial. C'est la même chose finalement quand tu entreprends, quand tu décides de faire un peu un grand écart. Il faut accepter que tu puisses te planter et c'est aussi grâce à ça que tu veux capitaliser pour demain faire un grand écart parfait. Bon, Guillaume, dans cette émission, il y a des choses qui sont importantes. Je déteste les présentations classiques. Tu sais c'est quoi ma spécialité? Le pitch, d'accord? Tu t'y attendais pas, hein? Ah, c'est ça. Alors écoute, c'est simple, tu vas avoir 30 secondes pour te présenter et me donner envie de te rencontrer. Vas-y, t'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que tu connais le mec qui a la vista pour pouvoir te parler pendant 3 heures de musique, te donner envie de faire de la musique, voire même te donner envie d'en faire avec moi? Ouais. Et qui en plus derrière va pouvoir boire un coup avec toi, sympa, tu vas passer un moment, tu auras envie de faire 10 000 bornes avec moi. Là c'est moi, c'est Guillaume Combier. Alors, non, du tout. Comment comment tu es capable de me présenter Decathlon sans me dire que vous faites du sport? On est là pour faire bouger les Français. C'est l'entreprise préférée en France pour faire bouger les Français et lutter contre la sédentarité. Ok. Si tu avais une phrase qui... C'est là-bas. C'est bon. Ça te parle. Tu connais un bon. Elle est très très bien. Le but, c'est de voir comment tu réponds rapidement. Donne-moi en un mot ce qui t'a donné envie d'aller chez Nidal.
Je parle de vous-même parce que c'est vraiment important. Ouais, j'ai. Et forcément, il pourrait y en avoir plein. Sincérité. Authenticité. Pourquoi? J'ai eu la chance de rencontrer des gens au tout début de ma carrière qui ont toujours été sincères et authentiques avec moi. Et qui étaient alignés entre ce qu'ils avaient au fond d'eux et ce qu'ils me disaient. Et là, j'ai fait... Ouais, et je peux te dire, juste une anecdote, c'est que j'ai bossé un tout petit peu dans le monde de la banque, un tout petit peu dans le monde de l'automobile. Je n'avais pas retrouvé ça. Et quand je suis tombé là-dessus, alors que je n'avais pas forcément bossé chez les Decathlon, ça, j'ai fait, ok, les gens, entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, il n'y a pas trop d'écart. Je les sens sincères vis-à-vis de moi, ça change plus. C'est quoi ta plus grande fierté chez Decathlon? Sans doute mon parcours, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur qui prennent depuis 20 ans. Et je sais pas pourquoi les gens acceptent de me filer ces missions-là chaque fois depuis 20 ans. Encore une fois, là, depuis 2 jours. Là. Donc, ouais, je suis plutôt... Et puis fier de le faire avec des gens autour de moi, je suis précis surtout. Parce que l'aventure, elle est belle parce qu'elle est partagée, tu vois. Bon, on arrive tout doucement à la fin du podcast. Est-ce que tu as aimé l'expérience? J'ai bien aimé l'expérience. Je suis très, très heureux que tu m'aies invité en premier. Bah, je te remercie. Merci à toi d'avoir été aussi authentique dans la manière de donner tous ces conseils. Je vais te poser une question qui peut paraître bizarre, mais elle est importante pour moi. Si tu me parlais à Guillaume au début de sa carrière chez Decathlon, tu lui donnerais quoi comme conseil? Peut-être que c'est un conseil qui pourrait servir à tous. Bon, écoute, fais-toi confiance finalement, parce que même si c'est quelque chose qui paraît très commun, c'est une réalité. J'étais un jeune sans expérience. Je savais pas très bien où je voulais aller. Par contre, je savais que quand on me confiait une mission, j'essaie de la faire au mieux, même si j'avais pas de compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux me dire que, ouais, parce que on m'a fait confiance, j'ai aussi petit à petit pris confiance. Mais si je m'étais fait plus confiance dès le début, je pense que je serais allé encore plus loin aujourd'hui. Ok, donc se faire confiance. Fais-toi confiance. Ouais, fais-toi confiance. Ouais. Ok, très bien. Bah Guillaume, moi j'ai envie de te dire merci. Et on se voit pour un prochain épisode. Ciao, à la prochaine. Salut. Oh non, tu m'as pas fait le grand écart. Tu veux tenter le... Ouais, dans le fond, un grand écart ou imitation. C'est ça, mais quand attends, il y a... Grand écart, pas mal du tout. Bon, bah, je te laisse sur cette lyrique. Je pense que ça va être bien. Je vais essayer de la mettre en gros. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez kiffé. C'était le premier épisode du Grand Écart. Merci.